Si l'actualité est économique et préventive, elle est aussi géopolitique. Et pour tenter de décrypter des événements récents dans ce domaine, après une pause estivale plus longue que prévu, je vous propose de retrouver notre conférencier analyste valdoisien, Gérard Vespierre, auteur de la rubrique Décryptons le monde. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline, à vos invités et tous nos auditeurs. Gérard, le titre de votre rubrique est très martial et impérieux puisqu'il s'intitule aujourd'hui « Nous ne sommes pas en guerre », mais suivi de 3 points de suspension. Je devine donc que nos regards vont se diriger vers ces drones et avions qui, ces derniers jours, viennent et rentrent sans prévenir dans le ciel européen. Ai-je bien deviné, Gérard ? Jacqueline, je rends hommage à votre perspicacité. Il s'agit en effet des événements qui se déroulent depuis quelques semaines en Europe, du jugement que l'on porte et des décisions qui s'ensuivent. Nous avons vu des câbles sous-marins sectionnés et des navires suspects à proximité des lieux. Nous avons vu des drones s'écraser sur le sol polonais. Maintenant, nous voyons des drones à proximité des aéroports de Copenhague et Munich et des avions russes pénétrer dans l'espace aérien de l'Estonie. Peut-on en conclure abruptement que nous sommes en guerre ? Certainement pas. Combien de bombes ont-elles été larguées par ces avions et drones ? Aucune. Combien de morts et de blessés ? Aucun. Or, un état de guerre se caractérise par la mise en œuvre de moyens militaires, hommes et matériels, dont l'usage crée destruction, morts et blessés. Dans ce à quoi nous assistons, rien de tout cela, heureusement. Donc, nous ne sommes pas en guerre. Une situation pourtant totalement inédite, voire inquiétante, à laquelle nous sommes confrontés. Alors comment la qualifier ? Incontestablement, derrière l'ensemble de ces opérations, il y a une main, des décisions et des intentions. Si les drones qui se sont écrasés en Pologne ne portaient pas d'insigne d'identification, les débris ont permis d'en confirmer la fabrication russe. Les MiG-31 qui ont pénétré dans l'espace aérien de l'Estonie ont été identifiés comme russes par les avions de l'OTAN qui les ont interceptés. Il n'y a donc pas de doute sur le fait que ces actions menées par des matériels militaires, donc appartenant à un État, sont conçues et réalisées par les forces militaires russes. La question qui se pose alors est pourquoi ? Une façon de répondre à cette question est de regarder les résultats. Le résultat militaire est nul. Le résultat se situe ailleurs, dans la population européenne. Le résultat est la création d'une inquiétude globale en Europe. Ces actions, très localisées, sont relayées par tous les médias européens disponibles et amplifiées par les réseaux sociaux. De ce fait, nous donnons nous-mêmes, au grand paradoxe, un retentissement continental à des opérations très très ponctuelles. Il y a donc une volonté russe de créer dans l'opinion publique européenne un climat d'inquiétude. C'est vrai que nous ressentons de l'inquiétude devant l'augmentation du nombre de ces opérations et l'augmentation de capacité des moyens employés, des avions après des drones. Que cherche la Russie ? Ces opérations se placent dans le cadre d'un plan d'action russe plus global, incluant cyberattaques, opérations d'influence et de déstabilisation. Les services français ont confirmé que les auteurs des tags de l'étoile de David sur certaines maisons à Paris et la dépose de têtes de cochons devant des mosquées en Île-de-France étaient liés à des réseaux russes. Il y a donc un plan global, la déstabilisation des démocraties en Europe. En conséquence, avec la Russie, nous ne sommes pas face à une guerre classique, mais dans une situation que je qualifierais d'affrontement global, mettant en œuvre des moyens très basiques et aussi très sophistiqués. Ok, pour l'affrontement global, comme vous l'appelez, mais quel est l'objectif réel de la Russie ? Jacqueline, je vais vous surprendre car pour essayer de vous répondre, il faut se pencher sur l'histoire de la Russie et la vision qu'en ont ses dirigeants actuels. Vladimir Poutine a pointé du doigt le cœur du problème dans un discours en 2007 à Munich. La chute de l'URSS, a-t-il dit, constitue la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. À travers cette formule, il pointe du doigt donc la réalité ressentie par la Russie qui, d'un coup, a perdu 20% de son territoire et 50% de sa population.
Cet écroulement est principalement attribué par les dirigeants russes actuels au travail d'influence de l'Occident à travers ses idées de liberté, de démocratie, exprimées dans la célèbre formule « la libre circulation des hommes et des idées ». Cataclysme historique, donc ils ont décidé à 30 ans, depuis 30 ans, de faire payer à l'Occident le prix de ce qu'ils considèrent comme une destruction de leurs racines. Mais de notre côté, nous l'avions vécu comme une évolution normale d'indépendance des peuples. La politique extérieure de la Russie depuis 25 ans a donc été préparée et mise en œuvre dans une optique de revanche. Faire payer à l'Occident la chute de l'Empire russe en essayant à son tour de détruire de l'intérieur le système occidental, libéral et démocratique. Donc, si je résume vos propos, il n'y aura pas de guerre au sens classique du terme, chars et canons avec la Russie, mais nous sommes devant le déroulement d'un plan destiné à déstabiliser socialement et politiquement les démocraties européennes, voire aussi américaines, de l'intérieur, avec quand même une vraie capacité de nuisance. Ce fil conducteur de la revanche aligne tous les événements de la reprise des territoires, Géorgie, Crimée, Ukraine, en passant par la séduction énergétique de l'Allemagne par le gaz russe. Elle explique aussi bien le sigle URSS arboré par Sergueï Lavrov lors de la rencontre Trump-Poutine en Alaska, que toutes les opérations d'influence et de déstabilisation dans les pays occidentaux. En établissant un diagnostic correct, on peut alors combattre l'adversaire de façon adaptée et efficace. Nous ne sommes pas en guerre, nous n'avons pas besoin, par exemple, d'un mur anti-drone afin de faire face à une invasion guerrière russe, mais de systèmes mobiles face aux incursions ponctuelles. Nous devons impérativement prendre conscience de cette stratégie de revanche et y réagir dans le cadre de cet affrontement global. Merci Gérard, espérons que cette prise de conscience ne tarde pas trop. En tout cas, merci pour ce décryptage particulièrement pertinent, comme à chaque fois, sur lequel je ne doute pas que nous aurons à revenir dans les prochaines semaines.